Imaginez une vieille librairie endormie, des rayonnages en bois qui craquent doucement sous le poids des souvenirs. Un garçon solitaire, encore enveloppé du chagrin d'avoir perdu son grand-père, s'y réfugie, comme il l'a toujours fait. Là, entre les pages familières et les silences pleins d'odeurs de papier, il s'assoupit. Mais cette fois, quelque chose change. Une étrange lumière bleue envahit la pièce, et un chat, oui, un chat qui parle, passe la porte et l'appelle à l'aventure. Une aventure faite de livres, de choix et de vérités à affronter. J'avais envie de douceur et de réconfort, et d'un livre qui parle à celles et ceux qui adorent les livres et qui les voient comme un refuge. Ce livre est un coup de cœur puisque c'est un moment dans ma vie où j'ai besoin de calme et de prendre le temps. Le roman que je vais présenter aujourd'hui, c'est celui-ci, Le chat qui voulait sauver les livres de Sosuke Natsukawa. Alors si Anna, tu passes par là, merci énormément de m'avoir offert ce livre à mon anniversaire. Alors préparez votre tasse de thé et installez-vous pendant que je vous parle d'un petit roman japonais. Bonjour à tous et bienvenue sur Audrey's Book Club, le podcast littéraire où on parle d'un livre tous les vendredis à 17h pendant une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, je suis assez émue puisqu'on est sur le 24e épisode de la saison 2 et c'est donc l'avant-dernier épisode de cette saison avant que je prenne une petite pause. On va commencer tout de suite avec le résumé du livre parce que oui, c'est un coup de cœur, mais maintenant je dois vous expliquer pourquoi c'est le cas. L'histoire commence dans cette librairie un peu poussiéreuse tenue par un grand-père qui est aujourd'hui décédé. Notre personnage principal, c'est Rintaro, c'est un jeune lycéen, solitaire, orphelin et passionné de livres. Il est là, en train de faire ses cartons pour quitter cette librairie et il brade le prix de ses livres puisqu'il doit aller vivre avec une tante éloignée. Et là, un chat tigré apparaît et lui demande de l'accompagner dans une mission mystérieuse, celle de sauver les livres. Rintaro va être embarqué dans un labyrinthe étrange, presque onirique, où il doit affronter des personnes qui maltraitent les livres, parfois sans le savoir. Et là on commence par la partie 1, pourquoi le roman nous happe directement. Dès les premières lignes, j'ai su que ce roman allait me parler. Je ne sais pas si c'est parce qu'on parle de chats, de livres ou de romans japonais. Ici, c'est une aventure qui est un peu palpitante, puisqu'on a plusieurs dédales dans lesquels Rintaro et le chat vont affronter ces personnes qui maltraitent les livres, mais on n'est pas non plus sur une histoire palpitante à la Seigneur des Anneaux, par exemple. Je trouve que c'est plutôt un voyage intérieur, une réflexion sur notre rapport avec la lecture. Et un autre point que j'ai aimé et que j'apprécie énormément dans les romans japonais, c'est leur façon d'appréhender le deuil. Rintaro ne fait pas que sauver les livres, il apprend aussi à faire le deuil de son grand-père, à prendre la parole et sortir un peu de sa coquille. Si vous vous demandez pourquoi les parties sont un peu plus courtes que d'habitude, il y a une raison simple à cela, c'est que ce livre est très court. Donc là, je vous donne les grandes lignes pour vous donner l'envie de le lire. Et il n'y a pas d'excuse parce qu'il est vraiment très court. Pour la partie 2, je vais revenir sur les grandes épreuves que Rintaro va traverser dans ce dédale avec ce chat. Pour cette partie, je vais parler des 3 premiers dédales, donc ces 3 personnages que Rintaro va rencontrer et essayer de faire comprendre à ces personnages pourquoi il maltraite ses livres. Une fois que Rintaro rencontre le chat, il doit donc sauver les livres. Il a plusieurs épreuves à affronter, un peu comme les 12 travaux d'Hercule, but make it Ghibli style. Et si pour moi c'est important de vous parler de ces 3 premières épreuves, c'est parce que, même si c'est de la fiction, ça se rapproche quand même de notre réalité. Épreuve numéro 1. Celui qui enfermait les livres. J'aime bien parce que les titres commencent par celui comme si on est dans un épisode de Friends. Dans cette épreuve, Rintaro et le chat se trouvent face à un homme qui lit une centaine de livres par minute. Il a cette grande maison remplie de vitrines avec plein de livres à l'intérieur. Ils sont tous scellés sous clé. Rintaro essaie de parler à l'homme en question,
qui ne l'écoute pas puisqu'il est très occupé à lire. Et là, je vais vous lire un petit passage de leur interaction. Et je commence par l'homme en question. Au risque de me répéter, coupa l'homme avec un regard mauvais au chat, je suis très occupé. Je n'ai encore lu que 65 volumes sur ma centaine habituelle. Rentrez chez vous. Une centaine s'exclama Rintaro abasourdi. Vous lisez 100 livres par an? Par an? Non, par mois. La première critique qu'on a dans ce passage, c'est évidemment la surconsommation. On sait que cet homme a énormément de livres dans ses bibliothèques qui sont scellés sous clé. Alors pourquoi avoir autant de livres? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'acheter tous ces livres pour pouvoir les enfermer? On a vraiment cette métaphore qui est très forte, très visuelle, puisque là ils sont mis sous clé, mais on peut évidemment comparer avec nos habitudes à nous lecteurs. La seconde critique qui est visible aussi par le comportement de ce personnage, c'est le fait qu'il est en train de lire et qu'il est en retard sur ses lectures parce que il prend le temps de parler à Rintaro et au chat. C'est comme s'il a un objectif, une épée de Damoclès sur sa tête et qu'il est obligé de terminer cet objectif. Ça me fait penser à une vidéo d'une de mes youtubeuses préférées, elle vient des Pays-Bas et elle s'appelle The Book Léo. Et elle a fait une vidéo où elle compilait des hot takes sur les livres et sur les lecteurs. Et justement, il y avait cette idée des piles à lire. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce monde-là, qu'est-ce que c'est une pile à lire? Donc déjà en raccourci on dit que c'est une palle en général, et c'est des livres que vous voulez lire sur le mois, sur la semaine, sur l'année, que vous mettez en pile, comme ça vous êtes sûr de savoir ce que vous avez à lire. Typiquement, si je prends un exemple, les livres que vous voyez là, c'est ma pile à lire, et pour l'instant il n'y a que des mangas, il n'y a que The Promised Neverland, puisque je voudrais terminer ça. Et dans la vidéo de The Book Léo, elle parlait de ces gens qui avaient des piles à lire qui étaient énormes, à ne plus en finir, et que elle, personnellement, elle n'en faisait plus, puisqu'elle avait l'impression de se mettre une pression pour lire, alors que de base c'est un passe-temps. Hot take de ma part, je suis un peu pareil. En général, j'ai toujours eu cette habitude, je pense que c'est avec mes parents aussi, je devais terminer mes livres avant d'en acheter un nouveau. Donc je n'ai pas pour habitude d'avoir une pile de livres qui m'attendent. Parce que oui, déjà c'est un peu stressant et je trouve que c'est à ce moment-là aussi que j'ai tendance à ne pas vouloir lire ce que j'ai et racheter d'autres choses, puisque je ne suis plus dans le mood. Alors que si j'en ai qu'un seul qui m'attend, bah il n'y a pas trop de pression, je me dis ok c'est celui-là le prochain. C'est d'ailleurs comme ça que je fais tous mes épisodes de podcast, je prends un livre à la fois et je me dis ok on va en parler. Mais ces derniers temps, j'ai une pile qui est un peu plus grande puisque j'ai eu pas mal de cadeaux à mon anniversaire et que j'essaie de terminer une série de mangas. Mais c'est vrai que je suis plutôt team pas de pile à lire. Ce que Rintaro soulève ensuite, c'est cette question de est-ce que la pile à lire, ça favorise donc la lecture, ou est-ce qu'on est en train de se mettre une pression, et est-ce que ce n'est pas possible de juste lire quelques livres à l'année, de les relire pour être sûr d'avoir bien compris le message, d'avoir peut-être redécouvert certains passages. Et il a cette discussion avec cette personne qui lit énormément par mois. Je vous lis donc la suite du passage. Il y a dans ce monde une foule de gens qui se prétendent lecteurs. Cependant, on exige d'un homme de ma position qu'il lise plus que les autres. Une personne ayant lu 20 000 livres aura plus de valeur qu'une autre en ayant lu 10 000. Relire sans cesse le même ouvrage alors qu'il y a tant d'autres à découvrir, ce n'est qu'une perte de temps. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt à lire le livre une fois et passer à autre chose. Mais c'est vrai que depuis que j'ai le podcast, je relis mes livres 2 à 3 fois pour pouvoir faire un épisode. Et cette pratique a été assez intéressante parce que c'est vrai que je redécouvrais certains passages, je redécouvrais peut-être un élément qui ne m'avait pas forcément sauté aux yeux au premier abord. Le personnage insiste en disant que dans cette société, tout ce qui importe, c'est le nombre de livres qu'on lit à l'année, au mois. Et c'est vrai qu'on le voit aussi beaucoup sur TikTok, sur Instagram. On a ces templates de combien de livres j'ai lu au mois, les challenges, etc. Moi-même, j'en parle parce que je fais un challenge Goodreads avec moi-même chaque année. Et c'est vrai que des fois, ça me met un peu de pression.
Rintaro est là dans cette épreuve pour rappeler à cet homme que la lecture est aussi une expérience sensorielle et bien sûr émotionnelle. Et moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup parce que c'est vraiment ce que j'essaie de faire avec ce podcast, d'où le choix des livres qui est assez limité parce que j'essaie de montrer des livres qui peuvent vous apporter des choses sur les deux plans, sensoriellement et émotionnellement. On passe à l'épreuve numéro 2, celui qui découpait les livres. Ce personnage-là, je l'aime bien, il est assez intriguant. C'est un homme qui est un scientifique et il a passé des années à essayer de trouver un moyen de rendre la lecture plus optimale. Lorsqu'on lit un livre, quand on prend des gros livres, par exemple Kafka, Nietzsche, ce sont des livres qui demandent énormément de temps. Mais on est dans une société où on n'a pas forcément le temps aujourd'hui. Et si on pouvait en faire un synopsis? Je vous lis donc un passage. Je mène des recherches afin d'accélérer le processus, répondit joyeusement leur hôte en agitant ses ciseaux. Le monde déborde de livres. Occupés comme nous le sommes, nous les humains, nous n'avons pas le temps de tous les lire. Mais lorsque mes recherches auront abouti, les hommes deviendront capables d'ingurgiter chaque jour des dizaines d'ouvrages. Et je ne parle pas que des best-sellers à la mode, mais aussi des sagas fleuves et des traités de philosophie complexes. Ce sera un accomplissement remarquable qui restera dans l'histoire de l'humanité. Sa manière, elle est très simple, enfin, entre guillemets. Il va découper le livre et garder que l'essentiel. Les gens peuvent dire qu'ils ont lu le livre sans forcément passer par le cheminement et l'étape que c'est de vraiment prendre son temps de lire. C'est une critique qui va avec notre société actuelle. On le voit partout, sur TikTok par exemple. Les médias qui favorisent des vidéos courtes de 1 minute. On veut tout résumer, tout rentabiliser, tout optimiser. Même le temps qu'on passe à lire. Dans ce monde où tout va trop vite, on scrolle, on zappe, on lit en diagonale. La lecture devient donc un acte de consommation rapide, au lieu de prendre le temps de lire et d'avoir cette dopamine de manière plus lente. Et c'est exactement ce que dénonce cette épreuve. Est-ce qu'on lit pour dire « j'ai lu tel livre » ou est-ce qu'on lit pour ressentir ? Le personnage qui découpe les livres pense faire gagner du temps au lecteur, mais en réalité, il enlève toute la richesse du texte. Le style, les nuances, les émotions, les silences et surtout les mots. Et là, Rintaro intervient pour lui rappeler que lire, c'est prendre son temps, c'est un acte de présence. Avec le livre, avec l'auteur, avec soi-même. On passe à l'épreuve numéro 3. Celui qui liquidait les livres. Dans cette épreuve, Rintaro il se retrouve face à un bâtiment. C'est une maison d'édition qui détruit des livres, mais des centaines et des milliers de livres par jour. Je vais vous lire le passage. Pour ceux qui adorent les livres, ça va être assez douloureux. Le bâtiment vitré dans lequel il se trouvait était entouré de gratte-ciel similaires dont les fenêtres semblaient cracher de gros flocons blancs, pareils à de la neige. Alors que leurs regards s'acclimataient à la lumière, Rintaro comprit au même instant ce à quoi ils assistaient et retint son souffle. Cette neige qui dégringolait des fenêtres, ces énormes flocons qui voltaient dans les airs, puis retombaient massivement au sol, c'étaient des livres. Et voici l'explication de ce personnage. Nous sommes une grande maison d'édition. Chaque jour, nous fabriquons des montagnes d'ouvrages que nous vendons à la société. Avec l'argent ainsi récolté, nous fabriquons encore plus de livres que nous vendons à leur tour. Le livre est un bien de consommation. Mon travail consiste à faire en sorte que ce bien soit consommé par le plus grand nombre à travers le monde. C'est un travail que je ne pourrais accomplir si je disais simplement aimer les livres. Et donc, les livres qui sont broyés sont ceux qui sont peu vendus, voire invendus. Et je sens un peu cette critique assez personnellement, puisque récemment j'ai discuté avec des personnes dans le monde de l'édition qui me disaient justement que le boulot d'éditrice ne pouvait pas se faire si on disait juste aimer les livres. Et je pense que c'est dommage, puisque pour moi c'est la source de tout. Si on finit par exercer des métiers dans le milieu du livre, c'est qu'on a quand même cet affect. Et peut-être que c'est naïf de ma part de penser que on peut ne pas juste voir cela comme un objet, un bien de consommation. Et donc voilà, ce qu'on voit dans cette épreuve, c'est qu'on a cette critique par rapport à la place des personnes dans la chaîne du livre,
mais aussi le fait que les livres doivent maintenant être rentables. Et on le voit beaucoup, moi-même en tant que podcasteuse et pour tous ceux qui s'intéressent aux livres, lorsque vous êtes sur internet, il y a quand même des noms qui vont revenir assez souvent parce qu'on sait que ça fait vendre et que c'est ça que les gens veulent lire. Et c'est un peu un des points que j'essaie de défendre sur ce podcast, même s'il peut m'arriver de mentionner quelques livres qui sont vraiment très très connus, j'essaye de lire aussi plein de livres moins connus en discutant avec les libraires, les bibliothécaires, en essayant de trouver des choses qui peuvent aussi intéresser, mais qui ne bénéficient pas de ce gros projecteur. Il reste encore 2 autres dédales dans ce livre, mais j'essaye de ne pas en parler parce que j'ai envie que vous découvriez le livre par vous-même et que vous en tirez peut-être quelque chose vous aussi. Je vais maintenant passer à la conclusion et à mon avis personnel. Je pense que c'est clair. J'aime ce livre. De toute façon, en règle générale, sur le podcast, j'essaye de parler de livres qui m'ont vraiment ému et plu, parce que pour moi, c'est un peu le plus important. Et ce livre, je l'ai littéralement corné pratiquement à toutes les pages, tellement il y a des passages qui sont forts. On remet dans ce livre plein de choses en question. Notre rôle en tant que lecteur, notre rôle en tant que consommateur, l'effet de la société sur notre consommation au niveau lecture, et le rôle des personnes dans la chaîne du livre. Et le rappel dans ce petit livre, c'est tout simplement de prendre son temps et de ne pas forcément être dans cet engrenage de tout voir comme quelque chose qui doit être consommé rapidement. D'ailleurs, cette métaphore, elle continue puisqu'il y a une suite à ce livre qui s'appelle Le chat qui voulait sauver les bibliothèques. Et on suit toujours le même chat, mais pas exactement les mêmes personnages. Par exemple, si on prend les grands classiques du style Jane Austen, bah, jusqu'à aujourd'hui, ces livres, ils sont encore lus. Évidemment, on a quand même une petite partie marketing et commercialisation. On a des nouvelles covers qui sortent presque chaque année, des trucs collector. Mais l'idée reste que ce livre, il traverse les époques. Et donc, c'est ça qui est important. C'est aussi de montrer que la littérature, elle traverse les époques parce qu'on peut tous ressentir quelque chose face à un livre, face à une plume, face à un style, et que c'est bien aussi de ne pas forcément consommer, juste pour dire qu'on a lu un livre et d'apprécier vraiment le moment. C'est un peu toute la philosophie de ce podcast et de mes lectures en ce moment. Je sais pas si c'est parce que j'ai lu que des choses japonaises ces derniers temps, mais il y a vraiment ce truc de vouloir prendre le temps. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, que je vous ai donné envie de lire Le chat qui voulait sauver les livres. Si vous l'avez lu, eh ben, n'hésitez pas à me faire un retour, que ce soit en commentaire sous cet épisode ou encore sur Instagram. Et je suis toujours partante pour discuter de livres. Je vous dis à très bientôt pour le dernier épisode de la saison 2. Donc ça va être un bilan sur la saison, donc n'hésitez pas aussi à faire des retours là-dessus. Et on se retrouve pour la saison 3 très bientôt avec plein de surprises.